Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 22e épisode, la deuxième partie de TSI, le podcast francophone de Swaski et de combiné nordique. Je suis avec Romain. Romain, tu es toujours en place? Toujours en place, toujours aussi motivé parce que on s'est régalé en saut à ski, mais on s'est aussi régalé en combiné. Oslo, du soleil, les finales féminines, des belles épreuves masculines. Donc là, vraiment hâte de débriefer avec toi. Voilà, et on va commencer par ces dames avec, comme tu le disais, la finale à Oslo. Le globe était déjà joué, on en avait parlé lors du dernier épisode. Donc, Gida Vesvolandsen, avec 9 victoires, était irrattrapable. Son objectif, c'était de gagner toutes les épreuves de la Coupe du Monde. Elle était déjà championne du monde. Donc, est-ce qu'elle a rempli son contrat? Elle a rempli son contrat, elle n'a pas tremblé, elle a mis 1 minute à tout le monde au tremplin. Donc en fait, sur une épreuve assez atypique, qui avait lieu sur le HS 106, donc le Mitsubaken, qui est donc le tremplin qui a été utilisé au championnat du monde 2011. La FIS nous a programmé un saut le jeudi et une compétition de fond le samedi, mais on pouvait savoir la vainqueur dès le jeudi. Oui, voilà, on ricane parce que des fois on comprend pas tout. Et bah, dès le saut, elle avait 1 minute d'avance, donc on pouvait savoir qu'elle allait faire son 10 sur 10. Donc bah, voilà, félicitations à Guida Vesvolandsen. On peut remarquer que samedi, il y a eu un mouvement aussi des sauts, enfin, des combinés qui se sont toutes grimées de moustaches et de barbe avec du maquillage pour bah, toujours contester hein, contre la décision du COIO de ne pas les intégrer en disant bah voilà, est-ce que vous voulez qu'on soit des hommes pour qu'on ait le droit de faire du combiné nordique aux Jeux Olympiques? J'espère que les images, en tout cas, ce sont les finales, c'est des moments forts, donc les images ont dû tourner. Je sais pas si ça peut faire plier le CIO. Je, ouais, j'ai tendance à penser que non, mais en tout cas, elles continuent à se battre et elles nous ont montré tout au long de la saison que le combiné féminin méritait considération. Ah ben, c'est sûr que c'était, comme tu le dis, hein, pendant ces finales, elles sont toujours assez créatives. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que c'est pas seulement le fait d'une particulière, hein. Elles ont toutes joué le jeu, Léna, Annie Cassif, ou même tout le monde, en fait, elles Oui, étaient toutes oui, grimées. Donc, on sent cette unité, en tout cas, au niveau international euh, pour exister aux Jeux Olympiques. Et du coup, donc, Gida Vesvolandsen a remporté sa 10e victoire de la saison, hein. Elle est invaincue. Comme tu le disais, son avance après le saut de 1 minute sur Hanyu Nakamura, qui n'est pas une mauvaise fondeuse, était largement suffisant. Elle termine avec 47 secondes d'avance sur la meilleure fondeuse qui a enfin réussi à faire un saut correct et donc qui pouvait se faire plaisir sur le fond. c'est ça. Ida-Marie Hagen, meilleure fondeuse du circuit, a été à la hauteur de sa réputation. Elle aussi, elle fait un 10 sur 10 côté temps de ski. Elle a gagné tous les temps de ski de la saison. Donc en fait, si on résume la saison, Gida Vesvolandsen, elle a gagné 9 concours de saut et elle a été deuxième une fois. Et en fait, avec Mm. des écarts tellement considérables que elle avait pour se gagner quasiment. Et Ida Marie Hagen, si elle faisait un saut correct, elle finissait deuxième. Sinon, elle était un peu plus loin parce que bah, à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, bah, Ida Marie Hagen, grâce à sa super course aujourd'hui, enfin, du coup ce week-end, est montée sur le podium de la Coupe du Monde, coiffant Annika Sieff de 1 point alors qu'Annika Sieff a été sur le podium de la Coupe du Monde toute la saison. Et par contre, Nathalie Armbruster, qui fait sa pire course de la saison, neuvième, a gardé quand même sa deuxième place du podium et confirmé finalement sa belle saison d'elle, qui était une rookie de la Coupe du Monde. Oui, Nathalie Armbruster, c'est la révélation de cette année. Et, hormis cette course-là où
où je pense qu'elle est un peu émoussée de sa saison où qu'elle a mené tambour battant. Elle termine, comme tu l'as dit, deuxième de la Coupe du Monde, troisième Ida Maria Gun, juste devant Annie Kassiev, qui elle aussi est parue un peu émoussée et pourra regretter ce week-end où elle a été malade et complètement lâchée en ski. Lisa Erner, cinquième, elle n'a pas pris part au fond. Elle aurait mis des points, mais je pense qu'elle était trop loin et du coup, malheureusement, elle ne met pas de points. Derrière, on retrouve les jumelles Kazai et Lena qui arrive à accrocher un superbe top 10 malgré elle aussi sa plus mauvaise performance de la saison. Ouais, ouais, là, vraiment une catastrophe sur le tremplin, de son propre aveu, hein. Elle a fait 23e sur 27, je crois, concurrente. Un saut, bah voilà, un saut raté, hein, complètement, et il n'y avait pas beaucoup de choses de plus à aller chercher. Ou non, je crois qu'elle est même peut-être 25e du saut. Et elle sauve son top 10 de justesse, hein, parce que elle se fait passer par Anju Nakamura, qui fait son premier podium et seul podium de la saison, donc qui marque de très gros points. Donc elle passe Lena. Et on va dire heureusement que Emma Volavček, la Slovène, n'était pas là sur ces épreuves finales. Je sais pas Bah, elle n'était pourquoi pas là non plus elle était pas là non plus à Chonard. Donc voilà, on a Lena qui sauve ce top 10 mondial et tant mieux parce que c'est des passages, on va dire comme ça, symboliques qui sont importants. Et on a hâte de voir la saison prochaine parce que là, on peut pas juger sa valeur sur cette épreuve ratée. C'est vrai que c'était une saison particulière. On a appris à mieux connaître ces combinés. On a vu aussi quand même des changements un peu de dynamique. Par exemple, Lisa Erner, elle n'a pas fait de podium sur les 3-4 derniers week-ends. On sentait qu'elle a perdu son saut. Annika Sieff, elle n'est pas revenue en forme des championnats du monde. Elle gagne les championnats du monde junior et depuis, elle fait plus rien sur les skis. Et on a vu les Japonaises remonter en puissance en fin de saison. Et si tout le monde est en forme dès le début de saison prochaine, on va pouvoir avoir vraiment des belles batailles dans le top 10. Exactement. On avait aussi les Norvégiennes avec la superbe cinquième place de Marte Line Lund qui a fait son meilleur classement de l'année. Donc, comme tu l'as dit, on voit bah, un peu à l'image d'autres disciplines où quand certaines sauteuses et fondeuses sont un peu émoussées, d'autres prennent le relais pour faire leur personal best. Ça a été aussi le cas de Maria Gerbot qui a fait 11e. Donc voilà, à suivre une belle saison avec, on l'espère, Lilou Zepchi. Pardon, moi je suis à côté de la plaque. On espère bientôt une autre française pour accompagner Lena dans les compétitions de combiné et du coup la domination sans partage de Guida. Et je pense, moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un peu plus de suspense. Hein. Oui, oui, là, on peut pas non plus faire les bénis oui-oui enfants de cœur. Euh, Quand on sait dès le début, dès le saut, que là, on regarde une course pour la deuxième place, ça perd un peu son charme et on apprécie la performance sportive parce que c'est incroyable d'être la meilleure à ce point-là. Mais c'est vrai que dans toutes les dominations, regarde en biathlon masculin, Johannes Beu, c'est un athlète cette année incroyable, mais finalement, notre aspect un peu spectateur fait qu'on aimerait bien plus de suspense aussi, quoi. Donc, on va voir, Nathalie Armbruster, elle est très jeune, c'est peut-être elle hein, qui peut embêter, elle a un bon niveau de fond. C'est peut-être elle qui peut embêter, peut-être avec les jumelles Kasai, qui sont aussi des combinées bien complètes pour la saison prochaine. Donc ça, on a déjà presque hâte d'en parler. Donc les femmes, c'était la fin. Et puis les hommes, on avait deux épreuves. C'était pas le dernier week-end puisque les hommes iront finir la Coupe du Monde à l'Arty et on s'était quitté la semaine dernière avec un mano à mano entre trois concurrents, Johannes Lamparter, l'Autrichien, l'Allemand Julian Schmidt et le Norvégien Jens Lolas Oftebro, qui était chez lui, qu'on pensait être capable de rattraper Lamparter. Et il s'est avéré que c'est plutôt Julian Schmidt qui a tenu la dragée haute à Johannes. Oui, c'est vrai. Et, euh, il y a eu un événement quand même entre la dernière Coupe du Monde et maintenant, ce sont les championnats du monde. Et
un concurrent qui est revenu dans la course comme ça, discrètement. Mais tu as raison, moi je suis d'accord avec toi de parler d'abord de la course au globe. Et dans cette course au globe, Julian Schmid marque des gros points sur ce week-end avec ses deux podiums. Il reprend 40 points à l'emparteur, mais il reste à 100, quasiment 150 points à deux épreuves de la fin. Donc euh, l'emparteur, il a commencé à poser des petits bouts de doigts sur le globe, surtout que Jens Lura Softebro, qui était plus proche encore que Schmid, lui perd des points sur l'emparteur sur le week-end parce ouais, effectivement, il fait des sauts pas assez bons pour aller sur le Mm. podium. Et là, il nous reste une bataille peut-être que pour la deuxième place du classement général. L'emparteur, sauf catastrophe, va décrocher son premier globe. Oui, l'emparteur, par sa régularité, je pense que à Larty, il va finir le boulot. Et du coup, entre Schmid et Oftebro, à voir, puisque Schmid a peut-être l'avantage psychologique sur le Norvégien, notamment parce que Julian Schmid est en ce moment plus complet que Jens Luras, qui, comme tu l'as dit, saute moins bien. À la quatrième place, on retrouve le Le con. quadruple champion du monde, Karl Ouais, Magnus Rieber, qui a gagné les deux épreuves, dévoré les c'est ça. concours chez lui. C'est ça, il les a pas gagnés, il les a dominés. Mais c'est un mot qui est pas assez fort. Là, c'est la plénitude absolue des moyens. On a parlé longuement à Planitza. Voilà, il avait écrasé tout le monde. Et en fait, là, je pense que c'est peut-être son plus beau week-end en Coupe du Monde de sa carrière. Il fait des sauts stratosphériques, il part avec une minute d'avance, il finit avec 2 minutes d'avance. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il skie Après, bien. ça, c'est surtout samedi, parce que dimanche, Yann Morbach-Hurl, dedans, hein, Yann Hurl, Franz Oui. Joseph Röhrl, était à 13 secondes. Du coup, mais bon, voilà, lui Ouais, mais sur le fond, c'est pas bah ça. là, Reur, je l'ai mis en déception du week-end parce que justement, là, le Morbach n'a pas été Morbach. C'est ça qui est surprenant. Il n'a pas réussi à s'accrocher. Il fait des temps de ski calamiteux au-delà de la 40e place samedi et dimanche. On sait qu'il a été malade à Planitza, donc bah, c'est certainement lié à ça en fait. Et du coup, il a perdu son peps Morbach, ce qui fait que Rieber, il Il garde. était, il était un peu dans un no man's land, parce que lui, ce qu'il aime bien, c'est d'être s'accrocher derrière. Mais comme il est parti à 13 secondes et que le suivant, il était, je sais plus, à une minute Oui, et c'est ça, ouais. quelques, Ouais, voilà. 22, il s'est retrouvé en patate au milieu là. Il a sûrement pas eu le bon rythme. Et je pense que dimanche, c'est ça qui fait la 42e place. Samedi, il part à 1,19, il se fait rapidement rattraper. Ah, c'est moins évident. Ouais, non, c'est vrai, mais en tout cas, voilà, il n'a pas pesé sur la course. Samedi, Schmid et Lamparter, ils partent à 2 minutes 05 de Rieber, ils finissent à 1,56. Rieber, on va dire que la dernière boucle, il l'a fait sans se faire la guerre, alors que Schmid et Lamparter, bah, justement, ont fait des gros sprints. C'est-à-dire que sans être obligé de se forcer, Rieber est à un excellent niveau de fond. C'est incroyable, mais c'est beau à voir. Et tu me demandais tout à l'heure mon saut du week-end, mais c'est les sauts de Rieber, mais c'est même ceux qu'on n'a pas vus. Des 140 mètres au moindre saut d'essai. En compétition, 5 plateformes de moins. Euh, bon, dimanche, c'était un peu n'importe quoi parce que les conditions aérologiques étaient pas très bonnes, mais même là, il part premier. Enfin, c'est admirable, hein, franchement. C'est sûr que s'il fait ça pendant une saison complète, on va se lasser. On vient d'en parler pour Guida Vesvold en scène. Mais là, sur un week-end comme ça, moi, je suis admiratif, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, je pense que donc, sur le saut de samedi, donc, il fait 134,50 m. Il saute de la 12. Donc la 12, quand on parlait tout à l'heure des sauteurs spéciaux, ils ont sauté de la 10, mais le dimanche, ils ont sauté de la 13. Et donc il fait au-delà du point HS avec du vent d'eau à -6, donc c'est pas non plus une énorme pompe. Donc c'est pas le même moment dans la journée. Il est 9h30. Mais là, on est sur quelqu'un qui ferait sûrement top 10 en saut spécial, je pense. Ouais, là, bah, le doute est permis, mais on va vite être dissipé parce qu'il va être ouvreur à Vikersund, même s'il ne sautera pas en même temps que les cadors de la Coupe du Monde. Mais là, lui, il fait partie maintenant. On peut se poser des questions sur son niveau actuel, ouais, effectivement,
de son niveau Coupe du Monde, deux sauts spéciales. Dans les sauteurs à relever pour le week-end, on a évidemment Laurent Multhaler qui fait son deuxième meilleur résultat en carrière après son podium de Chonard, avec une magnifique quatrième place au courage, résistant à ton ami Jürgen Grabach. Je sais Ah pas bah là, comment tu as géré ce stress de voir ton ami Jürgen contre notre ami Lolo. il l'a fumé au sprint, hein. C'est vrai que Laurent, en termes de ski de fond, il est sur une autre planète. Il arrive à. Déjà, on l'a vu dès le début, hein, donc Jarl Magnus Rieberpar, on a parlé de d'horreur. Les derrière, c'était Martin Fritz qui était la target pour Schmid, Multhaler et Geiger aussi, hein, qui les a rejoints facilement. Et Multhaler, il suivait Schmid facilement tout le long. Après, quand Geiger a attaqué, il n'y a que Schmid qui a suivi. Et comme tu dis, il a résisté à Gravac. Et moi, je suis vraiment. C'est encourageant pour l'année prochaine parce que je pense qu'il a eu un petit déclic juste avant son podium et au moment de son podium. Et là, il est au niveau du top 5 facilement, hein. Oui, c'est clair, là, il fait vraiment une deuxième partie de saison géniale en ayant été très bon à la première. Donc, d'ailleurs, il rentre dans le top 10 mondial grâce à cet enchaînement de performances. Mm. Dimanche, on peut dire que la différence entre son podium de Schonard et là, c'est Vincenz Geiger. En fait, Vincenz Geiger qui part et qui emmène Schmid avec lui. Alors que s'il n'y avait pas eu Geiger, je pense que Laurent Multhaler et Schmid seraient restés ensemble et se seraient battus pour le podium. Schmid tout seul n'aurait pas distancé Laurent Multhaler, c'est ça que je veux dire. Comme Non, c'est pas à, le jour. comme à Schonard, alors que là, Schmid, lui, il a réussi à suivre Geiger. Laurent avait quand même un petit peu moins il prend une dizaine de secondes, c'est vraiment pas grand-chose. Mais et dans le déroulé de la course, on voit le groupe Grabach, Lamparter qui revient sur lui, qui mange Röhrl, qui mange Fritz dans les 500 derniers mètres. Donc on se dit, Laurent, c'est la prochaine cible. Et lui, il donne tout dans la dernière petite bosse. Il fait la petite relance. Là, il y a le mini saut arrondi. Là, on se dit, mais quelle dernière ligne droite Mm. ça va donner? Il peut faire sixième, hein. Et non, en fait, il garde la quatrième place. Et en fait, c'est une quatrième place enfin, qui ressemble à une victoire ou à un podium. Parce que dans le déroulé, d'avoir su résister comme ça, c'est vraiment magnifique. Voilà, et comme tu dis, il rentre dans le top 10 bah aussi suite à des mauvaises performances de Manifest. Ça fait plusieurs week-ends qu'on le dit être en délicatesse. Et Ryota Yamamoto qui en ski de fond, là, c'est pas ça là depuis un certain temps et il n'arrête pas de reculer. Matteo Bo fait 12e le premier jour, 19e le second, donc ça reste un petit peu en deçà de performances qu'on a vues puisqu'il a déjà fait 5 top 10, mais bon, il reste toujours à ce niveau-là. Il se maintient pour faire une 15e place finale. Il est 13e de la Coupe du Monde. Bon, même, oui, voilà. Alors, c'est vrai que l'objectif top 10 qu'on suivait depuis le début de la saison, il va vraiment être difficile parce qu'il vient de se faire passer par un Stefan Reutenegger frétillant là en ce moment. On l'avait vu très fort à Planitza. Mm. Il fait quatrième aussi Reutenegger en ayant un énorme niveau de fond samedi. Là, bon, il y a 8 points d'écart entre les deux, hein, donc c'est pas fichu. Mais c'est vrai que Stefan Reutenegger, là, il fait peur sur cette fin de saison. Après, je pense Ouais. qu'avec Matteo, en deux épreuves, il peut prendre les 30 points sur Face et Yamamoto. Enfin, il peut les prendre, mais ça peut faire 11e à la fin, quoi. Donc, bon, je pense pas que ça sera une déception, mais en tout cas, arithmétiquement parlant, pour la 10e place, c'est vraiment pas une bonne affaire ce week-end et ça s'est joué au tremplin parce que Matteo, son niveau de fond, maintenant, on le connaît. Il a été autour de la 15e place des temps de fond sans jouer tout devant, donc en n'ayant pas les quelques pourcents de Niak en plus. Ça s'est joué au tremplin, surtout dimanche, la 22e. Il en manquait. Bon, les conditions étaient particulières. Il manquait peut-être un petit quelque chose au tremplin. Espérons que le timing sera bon avec le tremplin de l'Arty. Voilà, et puis Antoine Gérard qui a fait un très bon concours dimanche, c'est sa troisième meilleure performance de l'année avec une 21e place. Ses deux meilleurs résultats ont été à Hautepé, donc il a mieux sauté et lui, en fond, on connaît son niveau, donc dès qu'il a, c'est un peu comme Hagen chez les femmes, hein, dès qu'il a un saut un peu meilleur, il peut aller jouer
dans les 20 meilleurs. Et je crois pas qu'il y ait eu d'autres points. Si à Nice, il a mis des points. Il y Qui a a un... Bordeaux qui a mis 29e. Non, Marco, il était bien placé après les sauts samedi et dimanche, mais attends, des Il petits a mis de points. flottements. Milan, non, je l'ai là. Il n'a pas mis de points. Non, il fait 42e samedi, vraiment avec un temps de fond compliqué là, 49e temps de fond. Et Mm. dimanche, il fait 32e. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas passé loin. C'est passé à 10 secondes des points avec un 44e temps de fond, mais il était petit 9e du saut. Donc Marco, là, il y a encore du travail sur le fond, mais le niveau de saut, là, en ce moment, ça joue top 10, top 15 à chaque épreuve. Donc Ah c'est un bah, à bon, chaque fois, il est large en avance sur les autres quand c'est à son tour de sauter. Et moi, le fond, vu son âge, c'est quelque chose qui va rentrer. On a Björkstad qui fait 10e quand même. Je le note, hein. Je ne sais pas si tu l'avais. Et moi, Non, je le non, note. comme une petite Terence revanche Weber, personnelle. voilà, Terence Weber, meilleur résultat de l'année avec une 16e place. Donc les revenants sont là. Meilleure performance aussi pour Jacob Lange, 8e dimanche et 10e samedi. Jacob, il fait des très bons résultats. Là, il s'affirme. Il a fait quand même 11, 10, 12, 18. Donc, comme vous le savez sûrement, mais on va vous le dire, Eric Frenzel prend sa retraite à la fin de la saison. Donc, comme les trains, un Allemand peut en cacher un autre. On a Jacob Lange là, qui s'affirme pour essayer de représenter avec Julian Schmidt et Vincent Geiger l'an prochain. On prépare petit à petit puisqu'il nous reste qu'une seule épreuve à l'Arty. On donne les résultats des classements best jumper, best skieur. Donc, best jumper, c'est Ryota Yamamoto qui est en tête avec 102 points d'avance sur Rurl. Je dirais que c'est pas joué, hein. Alors, moi, je crois que Ryota Yamamoto, il reste sur la Coupe du Monde depuis Seefeld, en gros, depuis qu'il est malade, juste pour gagner cette, ce classement. Parce que, par exemple, dimanche, il fait même pas la course de fond, mais il prend les points du best jumper, et c'est la deuxième fois qu'il fait ça cette saison. Je crois qu'il a fait ça à Shonard. Je crois qu'à Shonard, il avait aussi abandonné une épreuve. Donc, pour moi, Yamamoto, il est encore en Europe juste pour gagner parce qu'il joue plus rien. Je pense qu'il sait que la forme, elle reviendra pas. Et Mm. best skieur, bah, c'est Jens Lora Softobro là, qui est très largement en tête et qui gagne à peu près une épreuve sur deux enfin en tout cas un temps de fond sur deux. C'est aussi la preuve qui part de derrière, hein, parce que ça veut dire que quand on est le best skieur, c'est-à-dire qu'on part à fond pour essayer de revenir. Il n'y a pas trop de stratégie. Souvent, ceux de tout devant, les petits groupes qui se font et compagnie, t'as pas besoin d'être best skieur pour gagner en classement général. D'ailleurs, Lamparter est sixième, euh, Schmid est onzième, tu vois, Rieber est quinzième. Donc c'est pas forcément bon signe en fait d'être le best skieur. Non, et, c'est ça. Il y avait un très bon commentaire de Sébastien Lacroix pendant l'épreuve, puisqu'en fait, l'épreuve d'Oslo là, était intéressante dans le sens où au lieu de faire 4 fois la boucle de 2,5, il y a eu une boucle de 2,5 et après ils ont pris la boucle de 5 km pour aller tirer dans la forêt là où passait le 50 Mm, km, mm. le championnat de Norvège là. Bizarre de l'après-midi. Et d'ailleurs, j'ai cru que Rieber allait s'arrêter prendre une saucisse parce que comme il avait fait son truc là où il avait mis la main en visière, je me suis dit, mais attends, il va quand même pas s'arrêter prendre une saucisse et se faire prendre une photo. Mais bon, non, il est pas trop joueur. Et en fait, Sébastien Kra expliquait qu'avant, les compétitions de saut, c'était 3 sauts. On prenait les 2 meilleurs, c'était sur grand tremplin, et après, il y avait 15 km de fond. Et du coup, il y avait beaucoup d'écart. Il parlait de 4 minutes de retard, que le fondeur, il reprenait 10 minutes. Et là, on voit que maintenant, alors, on pourra parler de ça dans un débat, mais j'ai quand même l'impression que le saut enfin, tu les as cités, hein, quand même les meilleurs, il y a quand même plus de sauteurs que de fondeurs. Mais il y a plus ce truc de dire, bah, si tu es très très fort en fond, tu peux gagner. Et Il y a même si tu eu, es très fort en saut, je pense que tu peux pas gagner non plus. On le voit avec Yamamoto ou un gars comme Ilves ou Frank Joseph Röhrl. C'est vraiment ces profils équilibrés et je trouve que c'est ça qui fait que le combiné nordique est intéressant.
En fait, il y a eu un changement du système de points. Tu sais, points d'écart au tremplin seconde. Par contre, mais ça vaut le coup de regarder les dates. Quand est-ce que ça s'est fait? Mm. Mais en gros, après la décennie Maninen-Ackermann, il y a eu un changement de système. Moi, je pense que ça s'est joué un peu avant Jason Lamy-Chapuis, parce que c'est depuis Jason, puis Eric Frenzel, puis Rieber qu'on a ces profils Mm. complets. Mais parce qu'avant, on a mangé une bonne grosse décennie de Maninen qui partait 32e et qui gagnait quand même, quoi. Et ça tuait ça tuait le combiné, en fait. Et donc, c'est depuis le système. Là, aujourd'hui, un point au tremplin, c'est 4 secondes. Ouais. Donc ça fait tout de suite de gros écarts, surtout quand on a des très bons sauteurs comme on a actuellement. Faudra regarder l'historique, je ne vais pas dire de bêtises surtout, mais on avait un Non, système qui avantageait plus les profils de gros fondeurs avant. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait des plaintes actuelles, faudrait peut-être interroger. C'est vrai qu'un Grabac, par exemple, il gagne plus beaucoup aujourd'hui, il a plus beaucoup de chances de gagner, quoi. Même en partant 12e, même en étant un énorme fondeur, il a quasiment plus de chances de gagner d'épreuves, quoi. ouais, il y a encore ces profils-là, Grabac, Erola, Pitine. Bon, Pitine, il est sur la fin de sa carrière. Jens Luras l'est un peu moins, mais même Riesle, là, on l'a vu, hein, il est deuxième du classement. Donc il y a les très bons sauteurs, les très bons fondeurs, mais ça reste les équilibrés. Et même un cas comme Geiger, tu vois, il est très très bon en fond, mais il n'est pas assez mauvais en saut pour que je le qualifie n'est qu'un bon fondeur, quoi. Lui, il a réussi à garder les deux, et je pense que Vincent Geiger, ça reste quelqu'un qui peut vraiment gagner la Coupe du Monde l'année prochaine. Oui, il faudra Donc voilà pour les hommes. On a fait les femmes aussi. On sera à l'Arty pour les finales de la Coupe du Monde. Et il n'y avait pas de Coupe continentale. juste un petit point, aux Coupes du Monde, bah, j'ai fermé la fenêtre, dommage. Il y a le classement des nations qui a son importance. D'habitude, c'est plutôt assez anecdotique, mais là, en fait, la France est quatrième avec seulement 52 points d'avance sur la Finlande. Et on a Mhm. un team mixte qui va se jouer à l'Arty. Donc d'habitude, les teams mixtes, c'est quand même pas l'enjeu du siècle. Enfin, pas de team mix, pardon, team sprint. Team sprint, le premier et le seul de la saison. Et en fait, la France a quand même tout intérêt à garder cette quatrième place, à la prendre, à avoir sur la période aussi, pour avoir ce fameux cinquième quota dont on parlait aussi l'autre jour. Il nous faut un cinquième Français en Coupe du Monde. Là, il y a du monde qui pousse derrière. Il y a Maël Tirode, Tom Rochat, Gaël Blondeau, donc Marco Hennis, Antoine Gérard, en plus de Lolo et Matteo. Et il nous faut ce cinquième quota. Les règles sont floues. En tout cas, du Ouais, peu que alors, j'ai. c'est quand même bizarre parce que là, je suis dessus. En fait, il y a pas de nation qui ont 5. Il y en a qui ont 7. Donc l'Autriche a 6 plus 1. Donc en fait, il y en a 6 plus un qui est un. Je parle des quotas actuels là. Donc Oui, 6, et il y en a un qui est donné à Paul Walcher parce qu'il a fait podium au junior. L'Allemagne en a 6 plus un donné à Tristan Sommerfeld. pareil. La Norvège, elle en a un 6 plus un. Après, le Japon en a 6. Après, ça passe à 4. Et donc là, Je sais pas. les Japonais, on est largement devant eux sur la saison. Ouais. Je pense qu'on est devant eux en COC parce que là, j'ai pas vu de gros noms japonais, on vérifiera. Mais voilà, alors peut-être 4 ou 6 en tout cas, il y a ces quotas supplémentaires. Faire la saison entière à 4 là maintenant avec la France, c'est le niveau actuel. Et donc, ça serait bien de rester devant la Finlande à l'Arty avec ce team mixte, ce team sprint, pardon, et puis évidemment les épreuves individuelles, alors que les Finlandais seront à domicile. Voilà juste ce que je voulais rajouter. Ouais. Mais par contre, j'ai aucune idée de quand c'est mis à jour parce que ça a été mis à jour là le 8 mars pour la période 4, c'est-à-dire la période qui a démarré là, avec Oslo, et je comprends pas qu'on n'ait pas le quota en fait. Non, parce que justement, on était derrière, après Shona, on était Ah, derrière de 3 fois rien derrière la Finlande, en tout cas en Coupe du Monde, parce que notamment Matteo s'était fait disqualifier le oui, mais la dimanche. Finlande n'a pas eu de quota de plus que le Japon, donc il y a quand même un truc qu'on comprend pas. Oui, c'est vrai. Donc, Et ouais, en tout cas, un point à éclaircir et qu'on éclaircira, ça fait partie des
les missions en off du podcast. Ce sera ce sera l'émission de trouver comment ça se, comment ça se calcule et ça s'explique, hein. De toute façon, ça Et, doit do- être et pour sur le. clôturer, on avait donc comme tu disais, pas de COC qui revient normalement le week-end prochain, mais les finales OPA. Donc on redécrit pas les conditions de vent, mais elles étaient les mêmes en combiné qu'en saut, avec des cratérisations aussi, hein. Ceux qui étaient sur place nous ont raconté des sauts à plus de 110 mètres par des Slovènes. Euh, donc ça, on a par exemple un Slovène qui s'appelle Ladnič, qui a fait 110 mètres 50 le samedi, par exemple, donc, sur le HS 100. Et donc, très rapidement, chez les hommes en OPA, en fait, on avait devant un Autrichien, c'est Stenzel, qui gagne l'OPA, devant Kilian Gettel, un Autrichien. Et sur ce week-end, on a eu sur des podiums un Autrichien Fischbarer, on a eu le Slovène Grabec qu'on avait vu aux mondiaux. Et Mmh. surtout, on a eu des belles performances françaises avec la sixième place samedi de Lilian Tréant, donc c'est son meilleur résultat en carrière. Il était deuxième après le saut, un saut très très bon d'après son staff et qui a été bien valorisé. En fait, il finit la course à 16 secondes du premier seulement, en finissant son sixième. Tom Rocha 13e grâce à une énorme course de fond. Rémi Ottenheimer 33e et Tom Penney 55e. Et dimanche, Lilian bon, se contente de la 30e place. En fait, ça s'est moins bien passé en saut, mais donc on a décrit déjà les conditions de dimanche. Et Tom Rochard reprend une belle 12e place avec à nouveau le deuxième ou troisième temps de fond. Rémi Ottenheimer 38e et Tom Penney 45e. Donc les Français de l'OPA. Tom Rocha, il fait aussi les COC. Il rentre dans les 30 des COC. Donc du niveau justement en combiné français. OK, du coup, l'OPA, c'est terminé ou s'il y en a encore Bah, c'est terminé, c'était les finales aussi en OPA, donc combiné. Et chez les femmes, il s'est passé un tremblement de terre. Mon amie Greta Pinzani, elle s'est fait doubler comme à la Maxime Bartol, elle s'est fait doubler sur le dernier week-end par aïe, la Slovène Teja Pavec. Et on notera qu'on a deux sœurs, Ekel, Anne et Thea, les jeunes Allemandes. Alors elles ont 2 ans d'écart, hein, 2005 et 2007, qui sont troisième et quatrième de l'OPA féminine. Et Roman Bo finit 19e du classement général sur la saison. Et elle a fait une 12e et une 9e place ce week-end. Donc un top 10 en OPA pour Roman qu'on avait vu en COC le week-end dernier. pas mal, hein. Pas mal du tout, ouais. Du coup, donc il restera 3 épreuves internationales. Donc la Coupe du monde à l'Arty le week-end du 24 mars. Donc là, on a un week-end off et ils repartent à l'Arty. Et en fait, le week-end off, il est utilisé pour la Coupe Conti à l'Arty, donc qui va utiliser son tremplin pour préparer un peu aussi la venue des sauteurs spéciaux et du combiné. Et la finale de la Coupe Conti, ce sera à Oberwiesenthal, donc le même week-end que la finale de la Coupe du Monde. Donc on terminera dans 2 semaines les Coupes du Monde les Coupes Conti et la Coupe du Monde de combiné à l'Arty Oberwiesenthal. Exactement. Je crois on pourrait difficilement être plus complet. Si vous nous avez écouté jusqu'ici, ben, on en est ravis et on espère que cette saison vous a passionné autant que nous et on va continuer du coup, les 3 derniers week-ends et donc les 3 derniers épisodes conventionnels du podcast à en parler. Will, tu seras au rendez-vous. Je serai là. Et donc, bah, profitons bien de cette semaine de ROR avec du saut à ski tous les jours. Du combiné, il y a une petite pause, mais donc au prochain épisode, on va parler du vol à ski de Vikersund et on est prêt à se régaler. Bonne semaine, Will, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.